La courbe force-déformation permet de caractériser les différentes phases de déformation d'un matériau jusqu'à sa rupture. Tous les matériaux ont un comportement mécanique propre qui se caractérise par une courbe force-déformation différente. On distingue deux types de comportements mécaniques. En premier, nous avons le comportement élastique qui correspond à une déformation réversible. Si l'on tire sur un élastique, il reprendra sa longueur initiale une fois relâché. Ce comportement se traduit par une droite sur la courbe force-déformation car l'allongement est proportionnel à la force exercée. La plupart des matériaux peuvent avoir un comportement élastique même si celui-ci reste faible comme les matériaux métalliques. En second, nous avons le comportement plastique où la déformation devient irréversible. En effet, au-delà d'une certaine force, le matériau se déforme et ramollit. Cela se traduit par une courbe aplatie sur la courbe force-déformation. Enfin, un matériau soumis à un étirement finit toujours par casser. C'est le point de rupture. Il est très difficile de réaliser expérimentalement la courbe force-déformation de la soie d'araignée à cause de la taille très petite de cette dernière. Nous avons donc réalisé une expérience sur un matériau analogue, un élastique. Nous avons donc mesuré à l'aide d'un capteur de force et d'un mètre les déformations et les contraintes exercées sur le matériau. Cependant, la courbe force-déformation a pris une forme différente de celle attendue et s'est formée en trois parties distinctes. Pour le cas de la toile d'araignée, la courbe force-déformation prend une forme similaire à la courbe de l'élastique et son comportement peut être représenté grâce à l'analogie d'un ressort. Lorsque l'on commence à tirer sur le matériau, on distingue un comportement élastique matérialisé par une droite, puis si l'on tire plus fort, le matériau ramollit et la courbe s'aplatit. Jusque-là, tout est normal. Cependant, si l'on continue de tirer, le fil devient soudainement extrêmement rigide et la courbe remonte abruptement avant d'atteindre le point de rupture. Ce comportement est intimement relié à la structure microscopique de la soie et de ses chaînes de protéines. Le calcul du module de Young appliqué aux toiles tendues par Spider-Man va nous permettre de vérifier dans quelle mesure la résistance de ces toiles est capable d'arrêter le train. Dans cette scène, nous pouvons voir Spider-Man essayant de stopper un train lancé à pleine allure dans la ville de New York. Intéressons-nous aux différentes forces exercées lors de cette scène sur le système qu'est le train. Nous pouvons ainsi distinguer la force de pesanteur, donc le poids exercé par la Terre sur le wagon qu'on notera P, et qui s'oppose à la réaction du support qui empêche l'objet de s'enfoncer dans la terre, ici les rails notés R. Cependant, ces deux forces s'annulent et il ne reste que la force motrice Ft qui fait avancer le train et la force Fs qui exerce les toiles de Spider-Man sur le train. Nous supposons que les forces de rappel des toiles surmontent les forces du train, que les forces exercées entre les roues métalliques du train et les rails métalliques complètement lisses sont négligeables et que l'accélération du train est constante. Grâce à différentes recherches, nous avons trouvé que le train présent dans cette scène est un R160 New York City Subway. Il est composé de 4 wagons de 38,6 tonnes chacun et peut contenir 246 personnes pesant en moyenne 70 kg. La masse totale du train et des passagers est donc Mt égale 2 × 10 puissance 5 kg. La vitesse maximale du train est de 24,6 mètres secondes et son accélération d'environ 1 mètre par seconde au carré. Calculons Ft, la force motrice du train. Pour cela, intéressons-nous à la phase d'accélération de ce dernier avant que Spider-Man ne lance ses toiles. L'application de la seconde loi de Newton nous permet d'écrire Ft égale Mt fois At où At égale à 1 mètre par seconde au carré, donc Ft égale 2 × 10 puissance 5 newton. Lorsque Spider-Man lance ses toiles, d'après la seconde loi de Newton, les forces que les toiles de Spider-Man exercent sur le train peuvent être calculées grâce à la somme des forces extérieures qui est égale à la masse du train fois l'accélération du train. Sur l'axe OX, la relation devient Ft moins Fs égale à Mt fois At. Nous avons donc Ft moins Fs égale Mt fois delta Vt sur delta T. Ce qui nous donne Ft moins Fs égale à moins Mt fois Vi divisé par delta T. Et Fs égale à Ft plus Mt fois Vi divisé par delta T. Le temps entre le moment où Spider-Man tire la première toile et l'arrêt total du train est delta T égale 50 secondes. Au final, les forces de Spider-Man sont égales à 3 × 10 puissance 5 newton. À la fin de la scène, le train est suspendu dans le vide à l'arrêt.
Les forces de rappel devraient donc être suffisantes pour repousser le train en arrière. Cependant, le train ne recule qu'un tout petit peu, ce qui implique que les toiles sont soumises à leur limite d'élasticité. Sur la figure 1, les toiles tendues de chaque côté du train sont à différents angles du train du fait des différentes distances qui séparent le train des immeubles, respectivement Y1 égale 15 mètres et Y2 égale 18 mètres. Cela signifie qu'elles doivent être soumises à différentes tensions avec T1 supérieur à T2. Comme aucune toile n'est capable de retirer le train une fois à l'arrêt, T1 est la meilleure approximation de la limite élastique de la toile. Afin de déterminer la tension des toiles, nous devons tout d'abord calculer la mesure des angles alpha et bêta. Les valeurs de alpha et bêta les plus contraignantes sont obtenues lorsque la toile est tendue à son maximum, donc juste avant l'arrêt du train. Afin de calculer la distance totale parcourue par le train tout au long de la scène, nous devrons nous intéresser à deux principes fondamentaux de physique qui sont la deuxième loi de Newton et le théorème de l'énergie cinétique. En effet, la seconde loi de Newton nous a montré que Ft moins Fs égale à moins Mt fois Vi divisé par delta T. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit quant à lui que 1/2 de Mt fois vitesse finale au carré moins 1/2 de Mt fois vitesse initiale au carré est égal à Ft moins Fs fois x qui correspond à la somme des travaux des forces appliquées sur le train. Donc on a, d'après la seconde loi de Newton et d'après le théorème de l'énergie cinétique, moins 1/2 de Mt fois vitesse initiale au carré qui est égal à moins Mt fois vitesse initiale divisé par delta T fois x, ce qui équivaut à x égale à 1/2 fois delta T fois vitesse initiale. Comme delta T égale 50 et vitesse initiale égale 24,6 m/s, la distance x parcourue par le train tout au long de la scène est de 615 mètres. Nous pouvons ainsi déterminer la mesure des angles alpha et bêta. Donc alpha égale arctangente de y1 divisé par x, ce qui nous donne 1,39 degrés, et bêta égale arctangente de y2 divisé par x, ce qui nous donne 1,68 degrés. Puisque le système ne penche pas d'un côté ou de l'autre des rails, on peut affirmer que T1 fois sin alpha égale T2 fois sin bêta. Or, Fs égale T1 fois cos alpha plus T2 fois cos bêta. Au final, Fs égale T1 fois cos alpha plus T1 fois sin alpha fois cos bêta divisé par sin bêta. Nous avons donc au final T1 égale 1 fois 10 puissance 5 Newton. La contrainte est le rapport entre la force exercée sur un matériau et la surface de ce dernier. Par conséquent, afin de déterminer la contrainte taux exercée sur le matériau, nous devons connaître la surface des toiles que tisse Spider-Man. Au début de la scène, Spider-Man lance 8 toiles de chaque côté du train d'environ 5 mm d'épaisseur, estimation faite par rapport à la taille de sa main. Si l'on considère ceci comme une seule corde de 8 fils, la contrainte peut être calculée par taux égale T1 divisé par 8 fois pi r au carré, ce qui donne taux égale T1 divisé par 8 fois pi fois 0,025 au carré, ce qui nous donne 1,247 gigapascal. De plus, l'allongement relatif epsilon est le rapport entre la longueur finale LF moins la longueur initiale LI et la longueur initiale LI. Or, d'après le théorème de Pythagore, on a LF égale racine de x carré plus y1 au carré. Donc, c'est égal à x fois racine de 1 plus y1 au carré divisé par x au carré, qui est égal à x fois racine de 1 plus tangente alpha au carré, qui est égal à x fois racine de 1 plus sin alpha au carré divisé par cos alpha au carré, qui est égal à x fois racine de cos alpha au carré plus sin alpha au carré, le tout divisé par cos alpha au carré. Au final, on a donc LF égale à x divisé par cos alpha. Par conséquent, epsilon est égal à x divisé par cos alpha plus y1, le tout divisé par y1. Donc, l'allongement relatif epsilon est environ égal à 40%. Nous pouvons ainsi déterminer le module de Young des toiles lancées par Spider-Man. Le module de Young, ou module d'élasticité, est la constante qui relie la contrainte de traction et le début de la déformation, limite élastique, d'un matériau élastique. On peut donc le calculer avec E égale tau sur epsilon. Par conséquent, le module de Young des toiles de Spider-Man est égal à 3,12 gigapascal.
Ce module de Young est très raisonnable pour la soie d'araignée. En effet, le plus grand module de Young d'une toile d'araignée est de 12,5 gigapascal, tandis que d'autres espèces sont connues pour avoir un module de Young égal à 1,5 gigapascal. De plus, des chercheurs ont démontré que si l'on prenait la contrainte taux comme le point en dessous du niveau d'élasticité de la toile, c'est-à-dire 1,3 gigapascal dans notre cas, ils obtiennent également des valeurs semblables pour celles d'autres araignées tombant entre 1,1 gigapascal et 1,6 gigapascal. En effet, ce maximum est détenu par l'araignée de Darwin qui possède les toiles les plus résistantes au monde et qui peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres de diamètre. Tous ces éléments nous permettent donc de démontrer que la résistance des toiles d'araignée de Spider-Man est équivalente à celle de vraies araignées. Par conséquent, nous pouvons en conclure que cette scène mythique où Spider-Man arrête un train lancé à pleine allure est réaliste.